C'est un endroit hors du temps, qui emporte dans son tourbillon 27 millions de visiteurs par an. Un magasin où l'on n'entre qu'à condition d'aimer la foule, d'avoir un bon sens de l'orientation pour trouver son bonheur sur 150 000 m² et de ne pas avoir peur de perdre son bien le plus précieux. Bienvenue, welcome, bienvenidos, benvindos, willkommen, benvenuti, irashaimase. Ils viennent du monde entier pour la voir. Si le magasin est le deuxième site le plus visité de Paris après la Tour Eiffel, c'est grâce à elle, la coupole, point de mire d'une journée de shopping. C'est un symbole assez important de la France. C'est bon, c'est bon. C'est super, ils trouvent que les choses sont quand même un peu chères quand même. Donc. S'il y a bien une personne qui sait où elle va, c'est Deria Bédou, responsable du secteur homme, rayon habillement. Est-ce que ça se passe bien sinon sur ton secteur ? Un samedi à l'approche de Noël, les clients affluent de toutes parts, un tohu-bohu que Deria doit gérer du haut de ses talons aiguilles. Donc Jérémy avait besoin d'un petit coup de main aussi. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce qu'on s'occupe de vous ? Oui, tout à fait. D'accord, absolument. très bien. 100 000 personnes sont attendues dans la journée, mais cela n'a pas l'air de l'angoisser. Cette foule, au bout d'un moment, on s'y adapte tellement qu'on l'entend même plus. Ouais, c'est ça, vous l'entendez plus là, vous la voyez pas là autour Je ne la vois pas, je ne l'entends pas, mais je sais qu'ils sont là. Ça va Céline ? Oui, très bien. Ça va depuis ce matin ? Cellule de crise avec ses managers. Parce que du coup, j'ai essayé de le joindre tout à Jérémy est l'heure. parti en bas là, on va le rappeler pour avoir et puis Christelle arrive aussi. Très bien. Ça va sur ton secteur, sur les... Oui, ça Ouais. va. Oui, on a fait beaucoup de paquets cadeaux là, dès l'ouverture du magasin. D'accord. Moi j'ai juste à signaler un client qui a été mécontent par rapport à un achat qu'il a fait cet été. D'accord. Sur une marque bien précise à la chemise, donc il m'envoie un mail, je te le fais suivre pour D'accord, que ça tu puisses le marche. renvoyer au Donc je fournisseur. vais attendre ton mail. Du coup, on fera un point tous les deux, on se fera un petit point là-dessus. fera ça, C'est là-bas que je vous disais. Donc on va aller voir la zone là-bas. Il y a ceux qui vivent à 100 à l'heure et ceux qui prennent le temps de s'imprégner de l'atmosphère des lieux. Florence Brachet est spécialiste de l'histoire des grands magasins de Paris qui, au XIXe siècle, ont révolutionné le monde du commerce. Notamment l'entrée libre, ce qui n'était pas le cas jusqu'au début du XIXe siècle. On ne rentrait pas dans un magasin pour flâner. On entrait parce qu'on avait besoin d'acheter quelque chose. Le prix fixe est affiché, alors que le prix était à la tête du client et qu'on négociait et que deux clients n'obtenaient pas le même prix pour la même marchandise. Théophile Bader et Alphonse Kahn créent les Galeries Lafayette en 1894, 40 ans après le Bon Marché, le premier des grands magasins de Paris. Les cousins alsaciens démarrent avec une petite mercerie, puis ils s'étendent le long du boulevard Haussmann. À l'époque, le magasin vante l'image de la Parisienne, symbole de l'élégance, et les vendeuses sont priées de montrer l'exemple. Ici, ces jeunes femmes apprennent à acquérir cette amabilité, cette impassibilité souriante qui font le charme de nos vendeuses parisiennes. C'est souvent quand la nuit tombe que l'on fait de surprenantes rencontres tout près des vitrines de Noël. Bon. Alors, voilà, ça tourne. Pardon les enfants de rompre la magie, mais derrière ces amoureux se cache un marionnettiste, perfectionniste. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il s'invite au bal du siècle, c'est juste qu'une de ses protégées a perdu la tête. Voilà, nous on voit les détails que les gens ne voient pas forcément. J'ai le fil qui passe un peu devant, mais je fais quand même... Mais vous faites un peu intrus quand même dans cette vitrine. Oui, oui là je suis un peu plus grand qu'eux là. Et puis je danse pas aussi bien surtout. Juste 2 secondes pour remettre la tête de mademoiselle. Voilà. Il y a des personnages qui font 100 mouvements par minute. Alors pendant toute la journée, de 8 h du matin jusqu'à 11 h, voire minuit, ça fait un sacré paquet de mouvements. Alors forcément, il y a de l'usure. Cela fait 12 ans que Sylvain Dehix anime les vitrines de Noël de grands magasins parisiens. Cette année, il dirige 90 marionnettes. Pour l'instant, tout roule, mais il n'est pas dit que dans les jours qui viennent, l'une d'entre elles ne lui donne pas du fil à retordre. Le réveil se fait toujours en douceur. Les mêmes gestes sont répétés chaque matin en mode pilotage automatique.
Rue de Provence, il est 7 h du matin. La marchandise arrive dans les sous-sols du magasin. À l'intérieur, des vêtements par centaines, déjà sur cintre. Celui-là, il est fait aussi. Ce qui facilite la vie de Carole Allanche. Tu organises, donc peut-être que Philippe et Mimi sur le 5e étage et nous, on va au Lafayette Homme. D'accord. Elle est responsable de la logistique. Alors, Olivier, ça évite d'avoir à ouvrir les cartons, les préparer. Ils ont juste à retirer, parce que c'est des portants logistiques, et on les met sur les portants de la vente, des boutiques. Voilà, celui-là, il va bientôt. Les camions sont suivis à la trace, de l'entrepôt au magasin. Il est parti depuis 45 minutes. Oui. Notre camion est parti il y a 45 minutes, on devrait l'avoir dans 15 minutes. Ouais. Donc vous restez à 2 sur le quai, parfait. Oui, oui. Tous les matins, Carole parcourt les sous-sols dans tous les sens. Auparavant, elle travaillait au rayon parfumerie. Elle a pour mission de livrer toute la marchandise dans les étages avant 9 h 30. C'est physique, mais pour rien au monde, elle ne retournerait à la vente. Toute la journée, on essayait des parfums, on faisait des tests et à la fin de la journée, la tête, elle tourne et ça fait un petit peu mal à la tête. Alors l'avantage que j'ai, je fais de la manute, mais j'ai plus mal à la tête. C'est l'heure du shopping et du cours de merchandising pour Deria, responsable aux vêtements hommes. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, ce matin, moi j'ai regardé avec Dorothée pour qu'on puisse effectivement retravailler un peu le colorama. Tu vois juste si tu mets une PLV prix à l'avant, si tu vois que ça ne marche pas. Et derrière, on a fait un focus sur... Deria a besoin du coup d'œil des stylistes pour mettre en valeur un nouvel espace et vendre le maximum d'écharpes. Ce qui peut être sympa, c'est d'en nouer 2 ensemble. À la limite, 2 différents, ça peut être assez joli. Du coup, ça fait une proposition au client. Il aura peut-être envie même d'acheter les 2, comme ça. À force de voir la coupole, on finit par ne plus la regarder dans les détails. Par oublier que les fondateurs de ce magasin ont fait appel lors de sa construction il y a un siècle à Jacques Gruber, maître verrier, chargé de faire chatoyer la marchandise. On finit par passer à côté de ces blasons, célébrant les hauts lieux de la confection française. Les patrons, Théophile Bader et Alphonse Kahn, veulent un magasin ayant un air d'opéra. Ils ont une idée derrière la tête. Depuis ces balcons, on peut embrasser d'un seul regard l'ensemble du magasin et perdre la tête d'une certaine façon à la vue de toutes les marchandises qui sont exposées ici. La coupole avait été conçue pour être visible de tout Paris, comme un signal dans la ville. Aujourd'hui, elle a disparu sous les étages, au fil des travaux d'agrandissement du magasin. Florence Brachet, historienne, nous emmène au cœur de la coupole, un endroit interdit au public, la lanterne, le point culminant du magasin à plus de 40 mètres de haut. C'est le lieu où est installée cette poulie qui a permis de hisser divers objets. Donc aujourd'hui, le sapin de Noël, qui pèse 2 tonnes, donc qui repose sur un socle rez-de-chaussée, mais qui est hissé par le système de poulie ici. Mais des choses plus étonnantes, comme en 1949, un avion qui a été suspendu sous la coupole. Ceci, messieurs, est pour vous. Et en allant aux Galeries Lafayette acheter votre valise, vous pourrez, pourquoi pas, y faire l'acquisition de l'avion de vos rêves. Le classique mécano est remplacé par une vendeuse, qui saura aussi bien que lui vous initier au secret des commandes et aux subtilités du tableau de bord. Et déjà, on envisage la livraison à domicile. L'histoire de la coupole serait incomplète si l'on faisait l'impasse sur un chef-d'œuvre de l'Art Nouveau dessiné par Louis Majorel. 7 escaliers. Ne le cherchez pas aujourd'hui. Il a été démantelé en 1974 pour augmenter l'espace de vente et pour une autre raison tout aussi inavouable. L'escalier, c'était une sorte de tribune sociale. Donc à chaque fois qu'il y avait des grèves, par exemple en 1936, on avait tous les syndicalistes qui haranguaient les foules. En 1968, les grévistes qui se sont enchaînés à la ferronnerie de l'escalier d'honneur. Donc c'était aussi une des raisons sans doute, mais la raison principale est quand même la raison commerciale. De l'époque Majorel restent les balcons et quantité d'autres merveilles qui auront toujours du mal à rivaliser avec le sapin de Noël. Les fondateurs rêvaient d'un magasin sous cloche. Leur rêve a été exaucé.
Sous les toits, un amoncellement d'archives retraçant un siècle d'histoire des Galeries Lafayette. Florence a créé ce service au sein du magasin, fascinée par ce que raconte chacune de ses boîtes. On y découvre un atelier rue de Crimée dans le 19e arrondissement de Paris. 20 ans après la création du magasin, les fondateurs se lancent dans la confection à grande échelle. Ils ne veulent plus dépendre des petits ateliers du Sentier. Ils créent des catalogues pour vendre par correspondance. Vous voyez ces modèles de chapeaux qui sont absolument spectaculaires et qui sont caractéristiques de la mode de la Belle Époque et qui ont des noms évocateurs, Linette, Auteuil, Biarritz, Sariane. Des lieux où se retrouvent les élégantes, habillées par les maisons de haute couture, concurrentes des Galeries Lafayette. Comme les fondateurs n'ont pas les moyens de s'offrir un grand couturier, ils se rendent sur les champs de course d'Auteuil ou de Longchamp avec une dessinatrice qui croque en 2 coups de crayon les derniers modèles à la mode. Les modèles sont reproduits en 2 semaines et vendus à des tarifs bien sûr très attractifs par rapport à ceux de la haute couture. Mais il devait être attaqué pour copie finalement. Alors nous avons effectivement dans les archives quelques procès en contrefaçon avec des maisons de couture. De cette époque reste ce service des retouches. Vous mettez une épingle ici et d'autres autour sur les côtés. Loin du tumulte du magasin, Christiane Lebeau coud des ourlets depuis 23 ans. Avec ses doigts de fée, elle fait de la magie. Il ne faut pas que ça se voie. Hein, il ne faut pas voir l'ourlet. Elle en a vu passer des robes de princesse saoudienne, de stars du cinéma. Un jour, on lui en a confié une qui valait 11 000 €. C'était pour une japonaise et c'était une partie soie, une partie vison par-dessus. En fait, il ne faudrait pas voir le prix avant. Après, on est content parce que j'ai réalisé un bon travail sur tel prix. Ça fait bien plaisir. Service retouche chez lui, bonjour. Oui, d'accord, je vous envoie quelqu'un. Merci. Une vendeuse réclame Christiane dans une cabine d'essayage. C'est pour une retouche? D'accord, oui, tout à fait. Bonjour. Du coup, on va reprendre, voilà. Au niveau du derrière, ça fait pas un peu trop bizarre? Est-ce que ça vous suffit, la retouche? Simplement au niveau de la taille. Voilà. Ouais, comme ça me convient. C'est l'origine, c'est la base de la robe. Hein. Il ne faut pas non plus la transformer. Mais là, la dame, elle voulait quelque chose de très cintré, vous ne pouviez pas? Et bien sûr, je ne pouvais pas, parce que après, ça coince un petit peu sur les hanches. Et le rêve de toutes les clientes, c'est de porter un vêtement avec une taille en dessous. On ne peut pas, on ne peut pas. Voilà. Alice Huguier a un certain talent pour prendre les choses en main. C'est Noël et il faut que ça se voie au rayon homme. Face au mural, ok? Celui-là ne bouge pas et de l'autre côté, celui-là reste dans l'angle. Cette décoration faite de paillettes, pour ne pas dire de pacotille, est censée déclencher chez l'homme l'envie d'acheter. Alice nous dévoile les secrets de cette mascarade. Le client a l'impression qu'il rentre dans un autre univers, voilà. On va lui donner envie d'acheter un produit qu'il a peut-être pas vu. Ça se trouve, le produit est là depuis un mois, mais le fait de le mettre en avant et de le mettre en scène, il va avoir l'impression que c'est nouveau. Alors derrière une cravate sous cloche, ce sont combien de ventes en plus? Alors en général, quand on fait une mise en avant de produits, ça démarre entre 25-30%. Et après, ça peut aller jusqu'à 50% des ventes, quoi. Donc on peut doubler notre chiffre d'affaires. Flâner sous la coupole est un privilège. Mais il existe visiblement un autre endroit où ne rentre pas qui veut. Derrière cette porte d'apparence banale seront accueillis demain 2 clients très privilégiés. Rayon jouet du magasin. À cet instant, le Père Noël sait qu'il est en train de vivre ses dernières secondes de tranquillité. Bonjour ma puce. Oh, petit câlin, bonheur, mon petit cœur. C'est étonnant cette faculté qu'a le Père Noël d'intimider les enfants. Tu te rappelles, mamie, quand tu as eu son âge? Ah oui. C'était pas facile. Oh, petite princesse.
Dis donc, alors t'as fait ta liste avec maman? Pas encore. Ben alors? Ces clients américains ont déjà envoyé leur liste de Noël. Et comme premier cadeau, ils ont réclamé un accueil privilégié. Ils ont juste oublié de commander le beau temps. Il fait froid à Paris. Vous pouvez changer ça pour moi? À défaut de soleil, ils ont droit à l'ascenseur privatif, pour une destination inconnue du client lambda. Virginie Frel est personal shopper, s'il vous plaît, chargée de chouchouter les plus gros clients du magasin. Voilà, je ne vous présente pas les lieux. Hein. C'est notre deuxième maison ici. Le régime de faveur commence réellement ici. 400 mètres carrés rien que pour eux, soins des mains et du visage offerts par la maison, salon privatif. Michael et Juliette vivent à San Francisco. Ils sont en vacances à Paris et comptent sur Virginie pour les aider à faire leurs cadeaux. Quelque chose que vous ne trouverez pas aux États-Unis. On veut quelque chose qui symbolise la France, mais qui ne soit pas de mauvais goût. Le service est gratuit. Seule condition pour en bénéficier, avoir un gros budget. On ne pose jamais la question du budget au client, ça ne se fait pas. Par contre, on va toujours lui demander ce qu'il recherche. Est-ce qu'il y a des marques qu'il affectionne plus particulièrement? Et dans ces cas-là, ça va nous permettre de cerner le désir du client et aussi son panier d'achat. Viennent ici des ministres, des princesses du Moyen-Orient, des gens du showbiz. Certaines factures peuvent atteindre les 200 000 €. 60% de cette clientèle privilégiée est internationale. Ici, on ne dit pas étrangère, trop péjoratif. Certains clients ne descendent même pas dans le magasin. On leur apporte ce qu'ils veulent directement au salon. Ce n'est pas le cas de Michael et Juliette, qui ont à cœur de chercher un cadeau original pour leurs amis. On a besoin de quelque chose pour leur grand dîner, quelque chose de festif. Peut-être qu'ici c'est... Traditionnel. Oui, je pense que c'est trop classique pour vos amis. Ah, ça y est, ça me plaît. C'est plus original. Hein. Chagall. C'est différent. Virginie a tapé dans le mille. Michael et Juliette ne regardent même pas les prix. Ah, ça c'est bien aussi. Ah ça, ils vont adorer. Il est pas mal ce cadeau, enfin pour moi. Oui, prenons-le. S'il vous plaît, vous pouvez le porter? Vous avez vraiment besoin de Virginie pour faire vos achats? C'est plus facile, ici c'est trop grand, il y a trop de monde. Vous portez vos sacs, vous faites la queue, c'est pénible. Michael et Juliette sont des clients en or pour Virginie. Ils ne sont pas capricieux, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. C'est un de mes collègues qui a une cliente qui a acheté des cosmétiques au Galeries Lafayette et qui est revenue en disant qu'ils étaient envoûtés. Il l'a orienté vers un marabout afin de désenvoûter la crème. Retour au salon. Leurs achats sont déjà là. Un saladier à 300 €. Ah, c'est vraiment super, vraiment unique. Et en plus, ils adorent la salade. Ça, c'est une bonne raison. J'espère que c'est pas trop cher. En même temps, ça m'est égal. Combien c'est au fait? 220 € les 4. Pour 4? C'est vraiment pas cher. C'est un super prix, non? Vraiment. On n'a pas trop dépensé aujourd'hui. Je suis navré. On fera mieux la prochaine fois. Vous savez, il y a des gens qui, pour les fêtes de Noël, dépensent plus que ça. Beaucoup plus. Et ils vont le faire au milieu de la foule. C'est l'enfer. Leurs achats seront livrés aux États-Unis. Michael et Juliette auront donc échappé à la foule, à l'angoisse du cadeau qu'on ne trouve pas à temps. De son côté, Sylvain Deux-X, le marionnettiste, sous son air de roi mage, semble échapper à toutes ses préoccupations de Noël. Il a d'autres soucis en tête, encore une histoire de vitrine qui ne tourne pas rond. Observer Paris, depuis les Galeries Lafayette, sans porter attention à la coupole et ses fantômes, c'est regarder l'histoire du magasin par le petit bout de la lorgnette. Car il s'en est passé des choses sur cette terrasse. Florence Brachet nous a gardé les meilleures histoires pour la fin.
Cette position en altitude finalement sur la ville est l'endroit où on va trouver l'air le plus sain de Paris. Au point que les fondateurs des Galeries Lafayette vont décider d'y installer la pouponnière des Galeries Lafayette, donc qui accueille les enfants, les nouveau-nés du personnel de l'entreprise. Pendant que leur maman travaille, les tout-petits sont l'objet de soins constants. En 1919, cette même terrasse sert de piste d'atterrissage. Védrine et le toit des galeries. Une course folle qui finit dans une cage d'ascenseur. Jules Védrine, le pilote, empoche les 20 000 francs promis par les fondateurs du magasin pour un tel exploit. Il devient le premier délinquant aussi de l'histoire de l'aviation parce que depuis 1912, en fait, il était interdit de survoler Paris à basse altitude. Donc il va évidemment violer cette interdiction et d'ailleurs la police va intervenir et l'empêchera de redécoller. Il existe un autre adepte de la voltige, Sylvain Deux-X, le marionnettiste, pour qui l'exploit est de faire danser des poupées avec du pauvre fil de pêche. Ce moteur a l'air de marcher. Sur le trottoir d'à côté, les vitrines d'un autre grand magasin. Aux manettes, le père et la sœur de Sylvain. La famille Deux-X anime les vitrines de Noël depuis 40 ans. Depuis que les automates ont laissé place à la marionnette à fil, leur spécialité, ils sont les seuls à l'exercer en France. Jean-Claude, lui-même fils de marionnettiste, n'a pas eu besoin de convaincre Sylvain d'être prestidigitateur. Mon père faisait des représentations pour les enfants comme ça, il y avait un théâtre à fil, il y avait 6 à 10 représentations par jour et moi j'étais comme ça dans le fond du théâtre, je regardais comment ça marchait. Jean-Claude nous invite à visiter son atelier à quelques kilomètres de Paris, là où il s'enferme pendant 9 mois pour donner vie à ses personnages. Des marionnettes qui ont connu les feux de la rampe, qu'il garde amoureusement, comme si, maintenant, elle faisait partie de la famille. La couscoussière, là, qui faisait la danse du ventre, tout ça, c'était comme ça. C'était, regardez, allez, hop, tout ça, ça bougeait, c'était extraordinaire. C'est-à-dire qu'il devait courir une fois triste, voilà, il n'est pas très gai. Puis d'un seul coup, il va mieux. Alors, hop, il est plus gai. Voilà. Quand on ouvre la vitrine, et puis qu'on s'en va, on n'est pas bien. Et on est à la maison, des fois le soir, on regarde la télé et on pense qu'il y a des centaines et des centaines de spectateurs en train de regarder nos enfants bouger, toucher et tout seul. Alors donc, des fois, on est un petit peu inquiet et on y va deux fois par jour. Hein. La preuve, Sylvain est toujours là. Encore une histoire de fil qui s'entortille. Ça. Hop. Il passe en revue ses troupes. À 4 jours de Noël, c'est pas le moment de perdre la cadence. Elles font du tambour, elles tambourinent, tout va bien. Mais surprise, une pom-pom girl estropiée. Il va falloir faire un peu de chirurgie là. Retour dans les coulisses. Son bloc opératoire. Sylvain récupère une main sur une poupée de secours. Voilà. Je les martyrise, ces pauvres poupées. Hein. Je leur fais des trous, je leur mets des fils. On donne la vie à des personnages comme ça. C'est un peu, on est un peu le docteur Frankenstein des vitrines. On les fait vivre, ces poupées. Hein. Une vitrine comme une bulle de Watt dans laquelle on se sent bien. Un bonheur qui ne tient qu'à un fil. Quand le marionnettiste s'éclipse, il compte sur nous pour raconter la suite de l'histoire.